auditeurs, bienvenue dans la seule émission qui fume et qui revient sur 50 ans de culture geek et de pop culture en 52 minutes. Comme d'habitude, attention, je suis caché derrière la fumée. Comme d'habitude, un programme très chargé puisqu'on vous a mis toutes les chroniques que vous aimez, celles que vous détestez, c'est pas de chance, on les a mises aussi. Avant de vous présenter les deux personnes, nos deux invités qui vont passer 1 heure avec vous, laissez-moi vous présenter la team qui m'accompagne en plateau aujourd'hui. Quand il était petit, il avait déjà les cheveux grisonnants pour piéger les filles, notre expert série télé, Joe Hume. Quand elle était petite, elle avait déjà ce regard profond pour piéger les garçons, notre experte manga, Carole Quinten. Quand il était petit, il avait déjà cette petite cave et ses cordages solides pour piéger les filles, notre expert cinéma, Rurik Salé. Et ceux qui vont nous accompagner pendant 1 heure, ils sont dessinateurs. Et ouais, c'est une petite première dans cette saison 3. Loki, Edem, rejoignez-moi. Voilà, j'aime être accompagné de gens chevelus, parce que ça me permet de faire la nique à Rurik. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez le manga Krimi Mami, et Dieu sait que les mamies nous kiffent, un sujet sur le groupe OVNI The Deep Ones, un dictionnaire consacré au terme cloud, un retour sur la série Rome, RL nous parlera de l'importance du cosplay au Japon, une enquête sur le cinéma d'horreur français des années 2000, l'année 1990 décortiquée par Rudy Pomarède, le film L'Enfer des zombies, et pour finir, la shopping list. Non, faites pas trop quand même. Hein. Luki et Edem, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vais faire tout de suite un instant promo. Oh, une belle bande dessinée, La Belle et la Bête. On en parlera un petit peu plus tard. Luki et Edem, on vous doit notamment, si je dis pas de bêtises, Nocturne Rouge. Vous avez travaillé avec Jean-David Morvan aussi, qu'on a reçu ici, sur la série, sur un album qui s'appelait Hercule. Déjà paru, tome 3. Voilà. Et du coup, la nouvelle BD, donc La Belle et la Bête, chez Bambou. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Je vous explique un petit peu le principe de l'émission. Mes camarades auront 6 minutes chacun pour vous convaincre, de vous plonger dans l'œuvre qu'ils vont faire découvrir ou redécouvrir. Et à la fin de l'émission, il faudra vous mouiller. Il va falloir désigner celui qui vous a le plus convaincu. Celui qui vous aura le moins convaincu, comme on arrive bientôt en fin de saison 3, sera licencié et ne sera pas là pour la 4, tout simplement. Au revoir Carole. Et ben ça tombe bien justement, puisque tout de suite, c'est le manga. Alors si je vous dis pam pululu pim pululu pam pum pam, vous me répondez? Je comprends rien. Voilà, tout simplement. Mais oui, mamie. Mais et j'allais le dire. Regarde, j'ai même mon petit porte-clés magique avec notre quota cotorep un peu, ma là, petite baguette magique à l'intérieur. Je vous propose de découvrir tout de suite le générique. Tu es une petite fille qui travaille en famille, mais son secret espoir, c'est un jour d'être star. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie, un éclair et c'est tout. Et Krimi va chanter pour vous. Pampululu, pouvoir magique. Pampululu. Et donc on va parler de Krimi Mami. Donc la première Magical Girl qui a été créée par les studios Pierrot. Alors les studios Pierrot, ils en ont fait d'autres des Magical Girls. Il y a eu Vanessa, la magie des rêves bleus, Amy Magique, qui se transformait en magicienne. Je suis sûre que tu adorais Amy. Donc voilà. Les Magical Girls, c'est un personnage, c'est un type de personnage répandu dans les mangas. Tout à fait. En fait, c'est des petites filles en général qui ont des pouvoirs magiques. Sailor Moon est une Magical Girl, mais la première fut Krimi Mami. Alors il y a eu un manga qui est sorti donc en 3 tomes. Moi, je vais me concentrer sur l'animé. Donc en France, elle a été diffusée à partir du 29 avril 88 dans Youpi, l'école est finie. Donc c'est l'histoire de Yu Morizawa, une petite fille pleine de vie qui s'intéresse à plein de choses et qui un jour va voir passer une sorte de vaisseau spatial, un arche lumineux au-dessus de chez elle. Elle va tout de suite se demander ce que c'est et donc elle va le suivre jusqu'à un grand terrain de foot. Et donc elle voit cette arche magique qu'elle est la seule à pouvoir voir. Et donc on va lui confier, elle va rencontrer des petits personnages qui vivent à l'intérieur de cette arche, qui sont des personnages magiques, et on va lui confier des pouvoirs. Donc notamment, moi j'ai la petite peluche que j'ai ramenée du Japon. Donc on va lui confier ce petit porte-clés à l'intérieur duquel il y a une baguette magique. Ce petit porte-clés. Je tiens la précision quand même. C'est un sac à dos pour tes clés. Est-ce que tu veux aussi étrangler les gens avec ça? Et en prononçant les paroles magiques pam pululu pim pululu pam pum pam, elle va pouvoir se transformer en Krimi, qui va
devenir chanteuse. Alors, oui, elle n'a pas du tout le même look. Elle n'a pas du tout. Tiens, voilà, je vous fais passer le petit DVD. Elle n'a pas du tout le même look. Et j'ai même ramené donc un petit bouquin que j'ai trouvé au Japon parce que. Je trouve beaucoup mieux que La Belle et la Bête. On va remplacer. Ouais, vous auriez pu faire un effort quand même. Donc voilà, je vais le faire tourner. Tu vas voir, il y a plein de filles un peu sexy. Je pense que ça va te plaire. Moi, j'ai une question. Pourquoi on lui confie ses pouvoirs? Alors on lui confie ses pouvoirs parce qu'elle a des rêves. Parce qu'elle a des rêves, c'est une petite fille qui croit en ses rêves, qui a l'esprit ouvert. Ouais. Et donc on va lui confier pour un an ses pouvoirs, pour qu'elle puisse... Pour un an, juste pour un an. Et elle va donc pouvoir devenir cette chanteuse, Crémy. Alors au départ, elle veut pas du tout devenir chanteuse, mais elle va tomber sur un producteur donc, de musique qui s'appelle Jingle. Il va un petit peu la forcer et ça va devenir après vraiment au Japon, elle va faire un vrai carton, Crémy. Elle sait pas trop comment elle sait comment elle doit. Elle sait pas comment elle doit gérer sa célébrité. Elle sait pas comment elle doit gérer, mais c'est surtout qu'elle sait même pas comment elle doit dire qu'elle s'appelle. C'est pour ça qu'elle dit Crémy, parce qu'elle pense à la crêperie de ses parents. Il y a tout un public qui se lève donc pour l'applaudir à sa première chanson. Elle chante devant une piscine. Donc t'as un public et t'as Nils Holgersson qui se lève et qui applaudit. Et donc c'était un petit clin d'œil qui est un dessin animé d'ailleurs des studios Pierrot. Donc c'était vraiment le petit clin d'œil. Ça se passe comment la suite? On est vraiment que sur le monde de la musique ou ce monde magique, pouvoir magique? Alors pouvoir magique parce que ça c'est si tu veux elle va pouvoir donc se transformer et devenir chanteuse. Ça va vraiment être on va dire vraiment le fil conducteur de la série. Mais il va y avoir aussi des épisodes où ça parle pas du tout du show business, où elle va rencontrer plein de petits personnages magiques qu'elle va pouvoir aider grâce à ses pouvoirs, qu'elle va accompagner, qu'elle va guérir de leur souffrance. Elle va rencontrer des fantômes, elle va rencontrer des elfes. J'allais te demander, est-ce qu'il y a des méchants? Parce que ça a l'air d'être quand même super joyeux en fait. Alors il y a des méchants, mais c'est pas des méchants très méchants, c'est des méchants. C'est des méchants gentils. Voilà. D'ailleurs, elle va devenir tout de suite la rivale de Chantal, donc c'est vraiment l'adaptation française. Chantal. Qui est l'autre chanteuse des studios, enfin des productions Parthénon, et qui va être un peu jalouse quand Crémy va débarquer parce qu'elle va lui voler un petit peu la vedette. J'ai une dernière question, je te demande en 15 secondes. En 15 secondes. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui on peut regarder Crémy avec un œil neuf sans voir le poids des années, j'ai envie de dire? Honnêtement, pour moi, ça n'a pas vieilli. C'est vraiment un très bon animé. Je te dis, ça a été classé dans les 100 meilleurs animés à l'époque. C'est la première Magical Girl. C'est vraiment frais, c'est vraiment marrant, c'est vraiment intéressant. Les chansons sont mortelles. Très honnêtement, c'est vraiment très bon. Donc oui, vous pouvez regarder sans prendre un coup de vieux. Sans trop prendre un coup de vieux. Et du coup, vous deux, vous avez un petit peu baigné dans cette culture-là où vraiment le manga, c'est pas... Parce que visuellement, on peut le dire quand même, c'est assez éloigné du manga. Oui, non, il y a toujours une influence. Il y a toujours une influence au niveau du manga en termes de découpage, en termes de dynamique, tout ça, que ce soit du manga papier ou même justement des animés. On était quand même, enfin voilà, on a quand même vu le Club Dorothée quand on était petits. Ouais. La fin. Merci de nous préciser que nous sommes vieux et âgés. Il y a des recettes de crêpes. C'est pas ça. Il faut bien un prétexte quand même. C'est ça quoi, Pampululu, Pimpulu, Pam Pim Pam. Alors il faut aussi. Alors la dernière petite, voilà. Elle est accompagnée par deux petits personnages donc, qui viennent de l'arche de l'étoile. Qui sont là d'ailleurs ce soir. Voilà, deux petits personnages qui s'appellent Sinon et Sissi, deux petits personnages adorables qu'on Sinon et Sissi. Sinon et Sissi, voilà. Est-ce que je peux utiliser le Pim Pam Poum? Tu me redis le... Pampululu, Pimpululu, Pam Pim Pam. Alors, Pim Pam Poum, Pim 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 Poum Poum, tout de suite. Un sujet sur un groupe incroyable. On a vu Ghislain Morel il y a quelques épisodes, d'ailleurs c'était même en saison 2, qui fait partie d'une Naël Band, qui vient de créer un nouveau groupe musical qui est assez dingue. Ce sont des auteurs en fait qui interprètent sur scène leurs textes avec un groupe qui joue en impro dessus. The Deep One, c'est un ovni et on a été les voir. On se retrouve juste après. Plus ou moins geek assure le service après-vente, les amis. Nous avions laissé Ghislain Morel, membre du groupe médiévalo rigolo le Naël Band, en pleine préparation de concert lors de la saison 2. Mais voilà cette année un nouveau focus sur lui, mais surtout sur son nouveau groupe, The Deep Ones, au concept pour le moins atypique et décalé. Qui sont ces gens? Où suis-je? Ça, t'es là pour être beau dans l'image, d'accord? Mais qu'est-ce que The Deep Ones? Alors, les Deep Ones, c'est un projet littéraire et musical où des musiciens qui ont tous la particularité d'être déjà dans le monde de l'édition, c'est-à-dire des éditeurs ou des auteurs, vont jouer de la musique semi-improvisée sur des textes lus par leurs auteurs ou par des auteurs qui aiment le texte d'un autre auteur. Donc c'est des textes relativement courts, à peu près 5 minutes, qui sont lus en musique. Nos mains pressées fouillaient déjà sous nos vêtements. Se dépouiller de tout avant que ça ne se produise.
Le geste encore civilisé, les réflexes à les suivre. Qui a créé le groupe? C'est ma faute. Donc, en fait, c'est né ici il y a 3 ans, parce qu'on a joué avec le Naël Band dans cette même salle d'ailleurs. Adieu l'aventure, je laissais là mes compagnons, terminer la vie dure, je serai maître du donjon. Et en fait, j'avais adoré le fait d'être en coulisses, en fait, d'être avec les auteurs, d'aller manger au restaurant avec eux. En fait, je m'étais vraiment énormément amusé et j'avais eu des discussions super intéressantes. Et je me disais, j'aimerais bien revenir dans les festivals avec les auteurs, quoi. Et en fait, là, j'ai eu l'idée, je me suis dit, et si je faisais un groupe de musique lié à la littérature, avec des auteurs qui liraient leurs textes, etc. Et j'en ai parlé, je crois avec Lionel Davoust d'ailleurs, qui m'a dit « Wow, c'est génial, c'est une super idée ». Un peu plus tard, avec Christophe Thiel, on a commencé à faire un peu de musique ensemble. On a vu que ça marchait bien, on s'est dit « Et si, si on jouait avec des textes derrière ?» Et puis comme ça, on a mis 3 ans quand même à constituer le groupe, à trouver les gens intéressés, à travailler un peu, et pour arriver à la soirée de ce soir. Quelle est votre relation avec la musique? J'ai fait une première anthologie en 2003, du moins qui est sortie en 2003, qui s'appelait Rockstar chez Nesty Venon. Mais c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'auteurs, soit qui faisaient de la musique, qui écoutaient de la musique, que j'étais pas seul. J'écris en musique comme la plupart des auteurs, je pense. Et je me suis aperçu que bien d'autres gens, Jean-Marc Ligny, etc., les plus connus, avaient aussi quelque chose de la musique, soit qu'ils en aient fait, soit qu'ils aient essayé d'en faire, soit tout simplement qu'ils soient des passionnés de musique. Ce qui m'intéressait aussi quand Ghislain m'a proposé le projet, c'est d'avoir un nouveau type de lecture, parce que les lectures, c'est très important pour faire vivre le texte. Et souvent, dans les festivals, en fait, cet aspect-là est quand même laissé de côté. Et là, l'idée de l'enrichir en plus avec une improvisation musicale derrière, enfin semi-improvisation, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Donc moi, bien sûr, j'ai dit oui immédiatement. Sur ce rythme et ces sifflements exécrables, denses, maladroits et absurdes, les gigantesques dieux ultimes, les autres dieux aveugles, muets et insensés, dont l'âme et le messager ne sont autres que Nyarlathotep, le chaos rampant. La musique et la littérature sont 2 formes d'art qui ont toujours su s'accompagner mutuellement. De grandes œuvres musicales sont inspirées de créations littéraires antérieures, et les textes... En tout cas, une chose est sûre, je ne parierai pas sur la mise en musique de mes textes de voix off qui, je peux le dire maintenant qu'on arrive en fin de saison, sont très très mal écrits par David. Ah tiens, on m'appelle sur mon portable. Ah, patron? Oui, patron. Bien, patron. Je ne dirai jamais de mal de vous. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer sa chronique et ça tombe bien parce que c'est quand même l'émission 20 de plus ou moins geek, l'air de rien. Le Geektionnaire de Seb Lacheret qui s'intéresse cette fois-ci au cloud. Mais qu'est-ce que c'est que le cloud vu par Seb? Tout de suite la réponse. Cytoplasme et bienvenue dans ce Geektionnaire sur le cloud. Le cloud? Ah, c'est un peu comme une biche à marteau. Non. Cloud, qui signifie nuage en anglais, est l'abréviation de Cloud Computing et désigne un réseau de ressources informatiques en ligne accessible à la demande. Et on en fait quoi de ces ressources? Eh bien, on peut s'en servir comme stockage en ligne, l'utilisation la plus répandue et la plus simple, nommée Storage as a Service, stockage en tant que service, comme sur les clouds publics tels Google Drive, Dropbox ou le feu Ubuntu One, qui vous permettent d'accéder à vos documents n'importe où, n'importe quand. Étant une structure informatique dématérialisée, le cloud permet, comme un nuage, de changer de forme, de se réorganiser en fonction de vos besoins, et ce, 24 heures sur 24. Plus mieux, il est économique. Plus de mises à jour onéreuses ou d'achat de disques durs supplémentaires. Vous ne raquez que pour ce que vous consommez. Il est aussi censé être écologique, car toutes les machines sont réunies au sein d'un même data center et non disséminées chez chaque utilisateur, ce qui réduirait les dépenses énergétiques, même si Greenpeace émet des doutes à ce sujet. Mais oui, un data center, c'est un gros bâtiment sécurisé rempli de serveurs informatiques, d'onduleurs, de clim, de switch, de câbles, de putafranche, du coup ça consomme. Bon, par contre, niveau sécurité... Pour un cloud privé, pas de sushi, le réseau reste interne. Par contre, l'accès à un cloud public se faisant de n'importe quel terminal via internet, il faut se surprotéger contre les chevaux de Troie, les virus, etc. Il faut aussi accepter l'idée que vos documents se trimballent sur un serveur à l'autre bout de la planète, et non sur votre disque dur, tranquillement installé chez vous sous le bureau. Sous le bureau. La structure du cloud computing est composée de couches successives. Les applications, puis le système d'exploitation, puis le serveur, puis le stockage, puis le réseau.
En mode stockage, toutes ces couches sont gérées automatiquement par le cloud. Mais les plus foufous d'entre vous peuvent aussi personnaliser et gérer l'application LOS, le serveur ou tout l'ensemble. Il vous faudra pour ceci passer en mode plateforme ou infrastructure. Ouh! Allez, comme 21% des Français, lancez-vous dans l'aventure et n'ayez pas peur des clouds. Ah! Toi, jeune téléspectatrice qui aime les mâles aux cheveux grisonnants, je t'envoie sur un petit nuage, sur un cloud. Tout de suite, rubrique série télé. Aujourd'hui, dans la rubrique série télé, comme tu viens de l'annoncer, nous allons parler d'une série en 2 saisons qui a été tournée entre 2005 et 2007, qui s'appelle Rome, et dont on va voir tout de suite quelques images. News from Rome. My daughter Julia has died in childbirth. A grief. Pompey will be needing a new wife. Uncle Julius intends to marry you to Pompey Magnus. Legionary Titus Pullo, you to be released to the command of 2nd Spear Centurion Lucius Vorenus to retrieve Caesar's eagle. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une série assez fastueuse en termes de décors. Clair, on avait quand même 3 mecs autour d'une table. Voilà. Non, attends, on a quand même vu qu'il y avait beaucoup de figurations, qu'il y avait des décors qui ont été construits sur les plateaux de Cinecittà en Italie. Alors il faut savoir que Rome, c'est une coproduction internationale puisque c'est produit par la chaîne HBO à 70% à peu près. Le reste est produit par la BBC, la chaîne, l'ensemble de chaînes anglaises. La chaîne à scandale et la chaîne à scandale BBC, ainsi que les chaînes Rai italiennes. Donc c'est une coproduction, ce qui fait que c'est une des séries, si ce n'est la série la plus chère de l'histoire de la télévision, puisque la première saison à elle seule aura coûté plus de 100 millions de dollars, la deuxième saison 125 millions de dollars pour une douzaine d'épisodes à peu près, afin de pouvoir recréer les décors de la Rome antique, puisque donc Rome se passe effectivement à Rome, et qu'on y décrit, qu'on y revit en tant que spectateur la chute de la République romaine et la naissance, l'essor de l'Empire romain sous Jules César, et puis la deuxième saison qui va parler également de l'après-César, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il se sera fait assassiner comme une grosse merde qu'il est. Non, je ne spoile pas, c'est l'histoire. Tu as bien fait de le souligner, je trouve que c'est un spoil honteux. Mais c'est la véritable histoire, donc les gens le savent normalement, sauf si vous n'êtes pas allé à l'école. Et ça c'est n'est pas notre bien. cas, Et c'est le cas de tous nos téléspectateurs. Et c'est le cas de tous les chroniqueurs, de toute Exactement. façon. Qu'est-ce qui différencie finalement Rome des reconstitutions documentaires que l'on voit le dimanche après-midi sur la télévision française? C'est déjà que c'est une série américaine avec des gros moyens qui essaye de se rapprocher au maximum de la réalité historique tout en nous racontant également la petite histoire dans la grande, si tu veux. Et elle est coécrite. Est-ce que tu le souhaites? Je le veux bien. Eh bien alors c'est le... Non, c'est marrant ce que tu me dis parce que les Américains sont pas forcément hyper connus pour respecter à mort le côté historique fait précis. Étant donné que c'est une série produite par HBO, je crois qu'ils ont un peu saisi l'idée que tout ce qui se passait dans la Rome antique finalement était assez sulfureux pour pouvoir être finalement adapté assez fidèlement et que ça nous paraisse dingue nous quand on voit ça aujourd'hui, qu'on est nourri à des séries comme Game of Thrones, et ben finalement les intrigues qui se déroulaient à Rome à l'époque de César n'étaient pas si éloignées que ça des coups de crasse qui peuvent se faire dans Game of Thrones. Il faut savoir que la série a été écrite par Bruno Heller, William McDonald, eux deux on s'en fout, mais elle a été surtout coécrite par John Milius. John Milius qui est un petit peu une légende du cinéma alternatif américain. Est-ce que je peux demander à notre expert cinéma de préciser qui est John Milius? Non, je pense à Carole... Ah non, John... non, c'est bien toi. Alors John Milius, trop kawaii quoi. John Milius en 3 films, Conan le Barbare, Apocalypse Now pour le scénario et L'Aube Rouge pour son côté facho. Voilà. Il a également signé l'un des monologues les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, des Dents de la Mer, le fameux monologue de l'USS Indianapolis qui a failli donner lieu à un film qu'on attend toujours. J'aimerais vraiment que quelqu'un le fasse, un film avec des requins. Bref, donc John Milius apporte vraiment sa patte à la série. Rome est une série très violente. On suit le destin de Titus Pullo qui est interprété par Ray Stevenson qu'on a vu récemment dans Punisher Warzone, donc qui est un mec assez viril et poilu et velu, ainsi que Lucius Vorenus qui sont deux guerriers. Je sais que ça plaît. Là, tout de suite on parle de velu de poil. Mais d'ailleurs je propose qu'on vérifie tout de suite sur le kit. Qui sont 2 guerriers à la solde de l'Empire romain, et on va suivre leur destin à eux qui va s'imbriquer dans la grande histoire, et ils vont donc être les témoins via nous téléspectateurs de l'avènement de l'Empire romain
Comme je le disais, c'est une série dans laquelle effectivement on ne nous épargne rien, les tortures, les orgies, effectivement les grandes scènes de bataille. C'est une série qui a demandé pas moins de 450 personnes pour construire les décors, plus de 2000 costumes dont la moitié est déjà utilisée dans les 3 premiers épisodes. Enfin, c'est vraiment une très très grosse série. J'ai une question pour finir, parce que je veux pas que tu aies plus de temps de parole que tes petits camarades, espèce de petits canailloux. Pourquoi une fin en 2 saisons ? Pourquoi une fin en 2 saisons? Alors effectivement, tu fais bien de le signaler, la série était au départ prévue pour tenir sur au moins 5 saisons, qui devaient ensuite, une fois qu'on aurait terminé Rome, on serait parti en Égypte, on serait parti en Palestine. Malheureusement, comme la plupart des séries à costume, on va dire, c'est très très cher à produire. C'est vraiment une grosse machinerie, et malgré le véritable succès critique et public de la série, HBO et la BBC ne rentrent pas forcément dans leurs frais, ou pensent qu'en tout cas la série se ferait à perte si une 3e saison était mise en place. Donc dès le milieu de la 2e saison, ils décident que ce sera la dernière, ce qui fait que les scénaristes vont un petit peu rusher la fin de la saison 2, les événements vont un petit peu se précipiter, on va faire des bons... Ils vont rusher ever. Ils vont précipiter un petit peu les événements pour la fin de la saison 2 afin qu'on ait une fin de saison assez conclusive et qui soit satisfaisante pour les téléspectateurs, qu'on n'ait pas l'impression de se retrouver devant une série jamais terminée comme par exemple Twin Peaks, et que, du coup on se dise bon ok, il n'y a que 2 saisons, mais on a une histoire de A à Z. Et pour l'instant, depuis 2007 en tout cas, on parle toujours d'une éventuelle adaptation cinématographique de la série Rome. Le projet est en que vous développement. Suivez, je crois. Ouais, donc. Non, franchement, Rome. Il y a aussi, et puis aussi bien toutes ces séries avec beaucoup de décors, justement, beaucoup de détails, beaucoup tout ça. Chose que vous aimez bien, vous, dans les BD. Ça se voit, quand on s'éclate à dessiner tous ces petits détails-là. Et Rome s'inscrit carrément dans un espèce de nouveau mode de narration politico-fesses qu'on retrouve dans Game of Thrones. Politico-fesses, c'est très DSK tout ça. Rapide, juste attention, vous débordez, monsieur. Mais effectivement, pour revenir sur les décors, ce qui est vraiment intéressant dans Rome, c'est que contrairement à beaucoup de séries où tout se passe dans des lieux restreints parce qu'on n'a pas beaucoup de décors, on n'a pas beaucoup d'argent, dans Rome, effectivement, t'as une profondeur de champ où tu te dis, putain, c'est dingue, c'est hyper cinématographique, et ça fait effectivement, j'imagine, rêver les gens qui font du jeu vidéo, qui font de la bande dessinée, qui peuvent regarder cette série comme source d'inspiration pour leurs propres œuvres. Mais tu sais que nous aussi, et vous le savez pas, mais à l'intérieur de l'émission, on a un truc politico-fesses. C'est la rubrique d'RL. Alors les petits otaku de merde, vous avez lu 3 mangas et vous pensez tout connaître sur la culture japonaise? Vous vous foutez de ma gueule? Vous voulez ma pipe dans le cul? Mais moi je vais vous apprendre la vie, moi, c'est à cause de vous qu'il y a des préjugés à la con comme celui-là. Le cosplay, c'est pas un truc de pervers ça? Mais t'as la diarrhée de la bouche ou quoi? Laissez-moi vous expliquer en 3 points et de façon élégante pourquoi c'est une idée de merde. Point numéro 1. Si je vous dis Japon et vêtements, vous allez me dire kimono et yukata. Et pourtant dans ce pays où règne l'uniforme, le costume est omniprésent. Sweet Lolita, Goth Lolita, Idol, Visual Rock ou autre maid et look improbables, ils sont tous là, c'est donc normal que le cosplay s'y soit développé. Point numéro 2. Je vais donc vous raconter comment ça se passe au Comiket, la plus grosse convention du Japon. Tout d'abord, c'est tout un rituel, donc il faut aller à l'endroit dédié, on ne peut pas faire les photos n'importe où, et ensuite on fait la queue devant le cosplayer que vous avez choisi. Les Japonais adorent faire la queue, et une fois la queue terminée, vous pourrez faire votre photo. Vous pourrez prendre la photo s'il vous a donné la permission de le faire, et surtout n'oubliez pas de le remercier à la fin. Point numéro 3. Il y a également quelques particularités. Une de mes amies japonaises qui est venue voir Japan Expo en France a un petit peu halluciné en prenant le RER de voir tout le monde costumé. En effet, au Japon, ça ne se fait pas. Par contre, ce qui compte au Japon, c'est la ressemblance avec le personnage, quitte à avoir un costume acheté. En effet, en France, cela n'est pas très apprécié. On peut également devenir cosplayer professionnel. Cependant, le cosplay au Japon reste une activité d'otaku, et la plupart du temps, quand ils commencent leur vie sociale, mariage ou travail, ils arrêtent leurs activités. Donc du coup, je peux pas mettre mon costume de Sailor Moon pour faire les courses. C'est bien, tu fais des progrès. Et toi, si t'as toujours pas compris, je viens chez toi et je te casse les doigts, un par un. Au revoir. Maintenant, nous allons enchaîner avec l'enquête geek. Alors attention, vous savez que le cinéma français est en crise. Pas le cinéma d'auteur, le cinéma de genre en France depuis les années 2000. Quelques tentatives. On a essayé de revenir un petit peu sur le phénomène avec un des producteurs emblématiques de cette vague, Benjamin Rocher. On se retrouve juste après.
Entre 2000 et 2010, alors que le monde était secoué par l'arrivée de films japonais fous comme Battle Royale et que les Américains nous bombardaient avec leurs films de super-héros à super budget, la France, tranquille, se foulait pas des masses. 10 années où des réalisateurs vont pourtant réussir à émerger dans le cinéma de genre avec des fortunes diverses et un constat malheureusement amer. Rencontre avec Raphaël Rocher, un des rares producteurs, notamment du film de zombies La Horde, à défendre bec et ongles ce cinéma en France. Au début des années 2000, le cinéma de genre en France était-il en situation critique? Si on dit le film de genre c'est le film d'horreur, c'est-à-dire c'est le film transgressif, sanglant, etc., il est certain qu'en France, depuis, je sais pas, Fantomas, en tout cas depuis Méliès, entre Méliès et Xavier Jean, il n'y a pas eu grand-chose. Le Pacte des loups va atteindre les 5 millions d'entrées. Qu'est-ce que ça a changé? Pour comparer 5 millions d'entrées, c'est Harry Potter, hein. C'est Star Wars, hein. Enfin, je veux dire, c'est un chiffre énorme. Qu'est-ce que ça fait derrière? Bah, rien du tout. Ça lance un peu la vague des Kassovitz et des Kounen, quelque part. Mais en termes de cinéma de genre, ça ne fait rien. La société Fidélité Productions se lance ensuite dans une collection de films de genre, les B-Movies. Que peut-on penser de cette aventure? Donc il y a eu Maléfique, quand même, qu'a lancé Eric Valette, qui est un film qui est extrêmement réussi, moi je trouve, à mon goût, qui est à peu près le seul à ressortir artistiquement, et même commercialement, parce que c'est des films, il n'y en a aucun qui a marché... artistiquement, quasiment aucun, mais ça c'est subjectif, mais commercialement c'est objectif, il n'y a rien qui a marché. Et du coup, ça a dû enterrer le film de genre petit budget, jusqu'à 2007, où à Canal+, il y a un changement de réflexion, de direction, il y a différents changements. Canal+ envoie un signal aux producteurs français, en disant « Les gars, si vous avez envie de faire des films de genre, une fois de plus, film de genre dans le sens film d'horreur, franchement, on vous accueillera plutôt de manière bienveillante. » C'était pas grave d'être jeune producteur, c'était pas grave d'être scénariste qui n'a rien fait, c'était pas grave d'être réalisateur qui n'avait rien fait. Il y a eu une grande bienveillance sur un certain nombre de personnes qui ont pu faire leur premier film, qui ont pu produire leur premier film, qui ont pu réaliser leur premier film, qui ont pu écrire leur premier film, qui ont pu monter leur premier film, etc. Passons en revue ensemble les principaux films de genre des années 2000 à 2010. Maléfique. J'adore. Eric Valette, super mec. Calvaire. Calvaire, naissance d'un grand auteur. Échec en salle, grosse promesse, quand le film sortait, c'était ah là là, ce mec, ah là là, c'est incroyable, s'il est génial et tout. Je trouve que c'est une des plus grandes réussites, si on le met dans le cinéma de genre français, parce que le mec est belge, c'est un peu financé belge et tout. Je pense que c'est une des plus grandes réussites artistiques. Les Revenants, le film. Je sais qu'on n'est pas nombreux, mais moi j'aime bien. Je préfère la série, évidemment, mais je trouve qu'il y a une ambition qui est vachement intéressante et je trouve ça très rigolo que tu le mettes dans la liste. À l'intérieur? Je trouve le film pas bien, mais j'ai beaucoup d'attachement parce que je trouve que c'est un film qui sent que ces gens-là, qui le font, Alexandre Boustillot et Maury, chaque fois qu'ils font un film, l'impression que c'est leur dernier film. Et que donc ils mettent tout, et c'est des fans, et ça j'aime beaucoup. Comment juges-tu les sorties cinéma catastrophiques de ces films? C'est tellement de petits montants que il n'y a pas vraiment de catastrophe industrielle. Il n'y a pas des films où on disait qu'ils vont faire 1,5 million et ils font 200 000 entrées. Et ça, des films comme ça, il y en a 15 l'année dernière. Donc, un film de genre français, il coûte ce que coûte un film d'auteur. Des films d'auteur qui font 60 000 entrées, il y en a plein qui aimeraient bien les faire. Donc, en fait, mise en perspective sur le marché, c'est pas du tout une catastrophe industrielle. On sait que ces films sont vus, mais ils sont pas vus en salle. L'Eldorado français des films de genre, c'est l'étranger? Si on pense qu'on a un Sam Raimi en France, il faut qu'il aille à l'étranger, c'est clair. Parle-nous de ton prochain film, Goal of the Dead. Alors, Goal of the Dead, c'est justement une approche différente du cinéma de genre. C'est du foot et des zombies, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une équipe de foot nationale qui a un match à jouer dans un bled un peu perdu au nord de la France. Et donc on les suit, ils arrivent, ils vont jouer ce match qui a peu d'enjeux et on est vraiment dans un ton très caricatural du milieu du foot, où on se joue des clichés qu'on a sur le milieu du foot. Et il se trouve qu'il y a un petit virus, un peu comme dans Shaun of the Dead, qui se balade, les gens se rendent pas bien compte, que les supporters sont à fond, et il se trouve que pendant le match, toute la ville va être enragée par ce virus du foot, du supporter, enfin voilà. Et mettre nos héros dans l'embarras et des mecs, des professionnels de foot en short, en crampons, dans un contexte de survie, ils sont très très mauvais parce que depuis qu'ils sont nés, ils sont en centre de formation où il y a des gens pour s'occuper d'eux, pour leur ouvrir la porte, pour leur faire à bouffer, etc. Et donc ils sont assez mauvais en survie et ça s'appelle Goal of the Dead, c'est vraiment de la comédie horrifique mais qui fait pas peur, quoi, qui fait marrer. Comment vois-tu l'évolution du cinéma de genre français dans 15 ans? Moi j'étais persuadé qu'on pourrait faire comme les Espagnols. C'est-à-dire les Espagnols, on a vu Rec, on a vu sortir Balaguerro, on a vu L'Orphelinat, enfin des films très réussis qui marchent là-bas et tout.
Et en fait, nous, on voit que le haut du panier. Ils en produisent énormément, plein de merde aussi. Voilà. Et ils ont réussi à industrialiser ça. Moi, je pensais très fort, mais vraiment, j'étais convaincu de ça, qu'à force d'en faire, on les réussirait, vraiment, et que le public, il irait pas voir le premier film, il irait pas voir le deuxième film, il téléchargerait le troisième film, il regarderait la télé quatrième film, et puis il commencerait à voir, putain, mais il y a des trucs bien qui se font, quoi, en France de genre. Et à force, le public s'y ferait, et qu'on aurait notre public en France, comme il existe en Espagne, comme il existe en Angleterre, comme il existe aux États-Unis. On s'est arrêté trop tôt, on s'est viandé trop tôt, on n'est pas assez bon, enfin, on pourrait faire... Moi, je suis déçu de ça, et c'est vrai que pour les 15 ans qui viennent, je vois pas très bien quel peut être l'avenir du cinéma de genre en France, en dehors de l'anglais, clair, et de la série télé. Merci Raphaël, et peut-être que je pourrais te glisser le script d'un film d'horreur de mon cru. Un tueur décime toute l'équipe de plus ou moins geek, et il ne reste plus que moi, modeste voix off, pour reprendre le flambeau. Je dis ça, je dis rien. Je vais vous demander, les amis, en un film, je vous inclus dans mes amis, hein, je me permets. Voilà, maintenant je sais que vous couchez ensemble, je peux me permettre, vous êtes mes amis. En un titre, par exemple, depuis les années 2000 à aujourd'hui, le film français de genre qui t'a le plus marqué? La Horde? Non, je déconne. C'était lui, là. Heureusement que Benjamin est dans le reportage, je vais te péter la gueule. Non, je dirais peut-être Martyr, même si je trouve que c'est pas un film parfait du tout. Alors c'était en un mot. Il y a des choses intéressantes dans Martyr. Voilà. Un mot, Carole. Martyr. Ulrich. Moi je dirais The Incident, et dont j'ai déjà parlé, mais il y en a d'autres. Mais j'ai juste un bémol par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit pas le cinéma d'auteur, le cinéma de genre. Ah, et je sais qu'on s'est déjà frité en off par rapport à ça. Et ben Martyr, pour moi, c'est un film d'auteur. Et ben tu sais quoi, je mets à culpa, je m'excuse. Voilà. Allez. Je vous tire ma casquette, monsieur. Voilà. Tu auras le... Mais oui, Dem. Ok, donc je vais passer à Lucky. Lucky. Non, franchement, je sais pas trop. On va pas des masses au cinéma, on puisse plutôt. Peut-être Fatal, non? Avec excellent. C'était génial. Super. Bon, bah écoutez, on va embrayer sur quelque chose que vous aimez bien. En tout cas, j'espère, parce que c'est un peu votre BD. La Belle et la Bête, je vais le montrer bien. Il n'y a pas votre attaché de presse en général. Une attachée de presse est toujours derrière la caméra et ça me fait des signes genre. Montrez le truc, c'est la promo, sinon jamais il viendrait dans votre émission. Donc je le montre même si elle n'est pas là, c'est sorti chez Bambou, La Belle et la Bête. Mais comment vous réadaptez le truc? Comment à un moment vous dites voilà, on se repenche dessus et voilà comment on fait bifurquer vers autre chose? En fait c'est ça, on va reprendre le conte initial, donc le relire, etc. Et ensuite en faire notre propre lecture, c'est-à-dire ajouter des petits trucs, voilà, le bateau volant par exemple. Ouais, j'allais dire, c'est pas des petits trucs que vous avez rajoutés, c'est vraiment des... C'est le bateau volant, le conte original est super court, parce qu'il laisse libre cours justement à tout ce que tu veux en termes d'interprétation. Comme toutes les adaptations qu'il y a eu déjà, et la plus connue reste celle de Disney, ont largement adapté depuis le conte, et voilà, qui compte 3 versets à tout casser. Ouais, si tu fais une adaptation fidèle, tu fais 3 pages. C'est pas et encore. Alors, du coup, la question, c'est est-ce que vous avez replongé justement dans peut-être dans le film de Cocteau, qui est peut-être pas le plus évident? Non, pas les films. Ouais, non, on n'a pas trop cherché à se réinspirer de ce côté-là. On est vraiment resté sur la lecture de l'original. Et voilà, alors certes, il y a des zombies, comme on dit et tout, mais c'est justement l'interprétation, par exemple, des serviteurs qu'on décrit déjà dans le conte, des serviteurs qui sont, on va dire, qui ont un aspect monstrueux, que voilà, Disney a transmis avec un chandelier, une horloge, que d'autres traduisent autrement. On va repitcher très rapidement, en tout cas votre album. On a un petit enfant qui est dans son lit, à qui on raconte une histoire le soir, donc on est assez proche finalement du principe originel, sauf que quasiment à la fin de la première page, on a une grosse lune. Non, c'est bien une lune avec et on rentre dans l'histoire. Et on rentre dans l'histoire. Non, mais on découvre d'un coup un bateau volant sur lequel, voilà, il y aura cette bête avec cette armée de zombies qui sont des serviteurs. Mais par contre, derrière ça, il y a toujours cette histoire d'amour que vous avez développée, un peu réadaptée aussi. Réadaptée puisque la bête et la belle ne sont pas réellement amoureux, puisqu'ils vont en fait plutôt s'allier contre un méchant commun. C'était quoi les références visuelles qui vous ont été utiles pour travailler l'album? Non, mais les inspirations, elles sont assez diverses. De toute façon, en plus, dans ce monde comme ça, où les gens sont super, entre guillemets, multimédia, tu vois, ils sautent du cinéma aux jeux vidéo et tout. Et là, c'est entre guillemets un peu pareil, dans le sens où nos inspirations, elles viennent peut-être plus du jeu vidéo ou du cinéma, plus que dans la bande dessinée. Donc, ça peut être sur
sur justement des jeux vidéo récents. Jeux vidéo, il y a tous les RPG. Ouais, le style, de toute façon, qu'on a un peu peu fantasy, dark, des armatures, voilà, les Elder Scrolls, les Darksiders, tout ça, c'est vrai que tout ce vivier, on va dire, gamer. Allez, tout de suite, en tout cas, on retrouve une nouvelle chronique et ça dure 2 minutes et juste après, encore plein de plaisir. Ah, bonjour, monsieur R. Bonjour. Ça va, vous, ça gaze? Parfaitement. Vous êtes devenu notre locataire préféré, vous savez. Ah, bah cool. Mais enfin, vous vous rappelez quand même que je suis pas spécialement là de mon plein gré. Ne soyez pas stupide. Aujourd'hui, j'aimerais que nous discutions d'une nouvelle date. L'année 1990. 1990. Quelque chose ne va pas. Vous savez, il y a des années comme ça où vous avez beau y réfléchir, revivre les événements, vous n'arrivez pas à déterminer si c'était l'année de la honte ou la plus belle de votre existence. Pour moi, 90, c'est une année comme ça. Développé? Musicalement, c'était quand même bien la honte. On s'est tous mis minables sur le dance floor en dansant la Macarena ou en gigotant du popotin sur les tic-tic boom-boom des techno-dancers genre Too Unlimited. Vous exagérez. C'est l'année d'émergence de Moby et Daft Punk. Certes, mais la vraie question est, est-ce que ça rétablit l'équilibre? Non. Ce qui sauve vraiment 1990, pour moi, ce sont 2 événements majeurs de l'univers techno-geekesque. Poursuivez. Le premier, Nintendo lance en novembre sa nouvelle console 16 bits, la Super NES. 256 couleurs, 128 kg de RAM, 8 modes graphiques inédits, dont le fameux mode 7, celui qui gère les zooms et des rotations. Une révolution technologique qui casse la concurrence. Franchement, qu'est-ce qu'on a dit sur les jeux vidéo? Le deuxième, c'est le développement par 2 ingénieurs du CERN, Tim Roberts-Lee et Robert Caillot, d'un nouveau système hypertexte. Ce système, encore d'actualité aujourd'hui, il va démocratiser l'utilisation d'un Internet émergent et l'ouvrir au grand public. Ce système, c'est le World Wide Web, WWW, une véritable petite révolution numérique. Non mais franchement, parfois j'ai l'impression de parler à une brique. Vous savez, à force de rester dans le noir, je vais développer une carence en vitamine D. Quand on n'a pas de lancement, on continue à applaudir. Tout de suite, Rurik. Je vais vous parler d'un film de zombies. Je vous ai entendu parler des films des zombies tout à l'heure dans votre bande dessinée. Moi, les films de zombies m'emmerdent depuis 10 ans. C'est tout le temps pareil. J'en ai ras-le-bol. Il faut être très clair là-dessus. À part, est-ce que c'est ta rébellion ever? C'est ma rébellion ever un peu. Mais c'est-à-dire que honnêtement, je trouve qu'à part 28 jours plus tard, au Shaun of the Dead ou éventuellement ou 2 trucs comme ça, c'est tout le temps la même chose. Voilà, et ça me fait chier. Alors j'avais envie de revenir sur un film vraiment très important de zombies des années 80, voire même fin 70, j'ai envie de dire. Et nous allons voir quelques petites images maintenant. Oh, vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un à bord? On dirait qu'il est abandonné. Si tu bouges, je te flingue. Prêt tout tuer. Alors, c'est un film poisseux, c'est un film horrible, c'est un film où les zombies sont pas drôles, il n'y a pas de joke, genre, c'est l'enfer des zombies. De Lucio Fulci, qui est quand même un maître de l'horreur italienne, mais pas un maître donc très esthète comme Mario Bava. On s'en parlait un peu avant. Fulci, il est sale, donc les zombies sont dégueulasses et sont, comme on a vu dans la bande-annonce, face caméra, vraiment comme si nous les enfonçait vraiment dans la tronche. J'ai revu le film hier soir, c'est vraiment la sensation que j'avais, c'était que non seulement le maquillage était ignoble, ils avaient des verres posés sur eux, mais en plus c'est en gros plan, genre vraiment, mais t'as vu comme si c'est immonde mon truc. Il a toujours été comme ça, Fulci, c'est vraiment agressif. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est une femme qui a perdu son père, qui est parti comme ça, c'est un scientifique, il est parti soi-disant aux Antilles, elle a plus de nouvelles de lui, et il y a un bateau qui débarque, on le voit, dans la baie de New York. Les keufs montent sur le bateau et disent à qui appartient ce bateau, c'est un voilier, il y a personne dedans, et tout d'un coup débarque un zombie, ils arrivent à le tuer.
mais ils disent c'est quand même chelou, qu'est-ce que c'est que ce bateau, d'où provenait-il? Et ils arrivent plus ou moins à identifier l'endroit, et la fille de ce monsieur qui a perdu son père décide avec des gens donc qui jouent mal de partir dans cette île pour essayer utopiquement de voir si c'est pas l'île où était son père. Puis-je souligner quand même un truc scénaristique qui me paraît toujours chelou? Dis-moi. C'est mon père a disparu, il y a des zombies sur le bateau. Eh, ça vous dirait qu'on aille enquêter pour voir où il est passé? Ah bah ouais, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont là. Ah ouais, cool, j'y suis quoi. J'en ai un one point, j'équilibre parce que j'ai souligné parfois certains trucs. Parce que le scénario, c'est pas la grande force du film. Une fois qu'ils sont arrivés sur l'île, où effectivement il y a un vieux scientifique qui essaie de faire des tests pour comprendre pourquoi les gens sur cette île reviennent à la vie une fois qu'ils sont morts. Et c'est son père à la vie? C'est pas son père. Il explique que son père est mort, etc. Bon, ça aurait pu être son père. Je sais pas pourquoi ils ont compliqué le scénario à ce moment-là. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on comprend pas trop vraiment pourquoi ils reviennent, etc. On comprend pas trop ses motivations. On s'en fout. Mais en tout cas, il y a une atmosphère poisseuse, dégueulasse, ignoble, vraiment incroyable. Et la scène culte. Et la scène culte, donc. Alors tout ça, c'est très souligné par la musique co-composée par Fabio Frizzi, qui est le compositeur culte de Lucio Fulci, qui a fait la musique de l'au-delà et de plein d'autres trucs. Vraiment un mec très très fort, aussi fort que Goblin, mais dans un autre style. La scène culte, qui est vraiment l'une des scènes les plus incroyables que j'ai vues dans le cinéma fantastique, et alors surtout dans le film de zombies, et surtout à cette échelle-là, parce que c'est clairement un petit budget. Alors elle est complètement barrée. Justement, vous avez les mecs qui ne sont pas encore arrivés sur l'île. Une des femmes qui est sur le bateau se met nue, parce que pourquoi pas, pour aller faire un peu de plongée. Non mais voilà, nue, ça c'est le côté... Tant qu'à faire, t'es sur une île, autant en profiter. C'est le côté rital. C'est le minimum. La meuf va nager, elle se met seins nus, t'as tous les personnages qui la matent comme ça, c'est totalement gratuit. Elle se fait très vite attaquer par un requin, donc elle flippe, tu te dis, ah super, une scène de requin. Vrai requin, la meuf est dans le plan avec le requin, donc déjà tu te dis, ils sont fait chier. Mais... tout d'un coup, le requin se fait attaquer par un zombie qui était au fond de l'eau et qui pourrait dire c'est drôle. Eh ben c'est pas drôle, c'est hallucinant. Ouais. Le mec, donc clairement, est un dompteur ou en tout cas un mec qui a l'habitude de nager avec les requins. Et tu le vois dans le même plan, en train de regarder le requin, de se placer, de le sauter dessus, de le mordre, vraiment de le faire saigner, etc. Il y a toute une danse entre le zombie et le requin. Tu te dis, c'est hallucinant, c'est super bien fait. Et rien que pour cette scène-là, il faut voir. Non, parce que ça, c'est faux. Ouais, ça, mais en tout cas, enfin, peut-être, je sais pas. En tout cas, il part avec le bras du zombie. Un requin zombie, quoi. C'est ça. Oui, tu tombes sur des requins zombies après. C'est du Resident Evil. C'est du Asylum aussi. Je sais que tu arriveras pas à me dire l'année de sortie du film. Par contre, tu peux me dire. 1979. Bah mon Dieu! Donnez-moi les chansons de la honte, j'ai été médisant! Je suis un mauvais animateur, je suis méchant! Je suis non, mauvais! Mais par contre, je sais ce que tu allais demander le titre. Non, pas du tout. J'allais dire que le titre L'enfer des zombies. L'enfer des zombies. Non, et c'est que tu as une astuce pour non, mais tu as une astuce par contre pour expliquer comment on reconnaît la version censurée et la version non censurée. C'est très marrant. Ouais. Il y a ce film étant quand même assez violent par moment, il y a eu deux versions qui circulent, on sait jamais, en VHS dans les années 80, t'avais l'une ou t'avais l'autre. Et il y a une scène qui est vraiment très très précise où tu sais que si tu as la fin de cette scène, c'est que c'est pas la version cut. Et comme le truc que j'ai téléchargé légalement bien sûr hier soir, c'était la version uncut, j'étais bien content. C'est qu'il y a donc une meuf à un moment, qui est, je vous dis pas qui c'est, mais l'une des femmes de l'île, qui se fait choper par un zombie, et le zombie lui pousse la tête comme ça vers un bout de bois, et veut absolument pas se faire crever l'œil, mais ça rate, elle se fait crever l'œil vénère, et quand le truc rentre dans l'œil, bah c'est que vous avez la version pas cut. Et voilà. Tu l'as en plan... Alors c'est moyennement bien fait, mais par contre c'est très graphique, c'est-à-dire que tu vois vraiment... Mais en attendant, vous savez que moi j'ai une tendance dans l'émission, des fois c'est que je vole. D'ailleurs je parle comme Julien Courbet parce que je lui vole, j'ai aucun talent. J'ai volé ses chaussons de la honte au bébé de show. Et Dieu sait qu'il en a. Et voilà, et donc j'ai décidé de lancer un petit jeu pour qu'on puisse continuer à discuter ensemble après. Ça s'appelle Dessine avec les stars. Donc je vais vous laisser mes amis de quoi faire un joli dessin de la bête. Alors attention, vous devrez après, vous en tant que jury... Quelle bête? Ma bête? Élire. D'accord. Pas de grossièreté. Voilà, donc donc j'attends quoi? J'attends un joli dessin de la bête. Vous pouvez avoir ça en modèle. Attention. Ouais. C'est donc Dame et Lucky qui seront chargés après de désigner le vainqueur. À droite, attention. Oui. La belle, la bête. Jeanne Moreau avant, Jeanne Moreau maintenant. Voilà. Oui, cette blague ne peut être comprise que par mes grands-parents. Donc tu sais bien qu'ils ne sont plus là, David. Eh oui, ils sont morts, mais ils me parlent encore. Revenons sur la BD. Vous travaillez comment, du coup, tous les deux? Alors, on a... Au lit. On travaille au lit. Ça nous arrive. Allongé, beaucoup plus confort. On a cette espèce de dessin à quatre mains. C'est tout simplement, par exemple, je vais travailler sur tout ce qui est storyboard, design des personnages, ce genre de choses. Mise en place 3D. Voilà. Ensuite, on passe sur une mise en place 3D que Dame fait pour tout ce
qui est par exemple les décors avec des grosses perces, des colonnades et tout. Les décors avec des grosses perces. Les grosses perces. Reste dans ton dessin, s'il te plaît. Je cite enfin mon dessin, il n'y a pas de problème. C'est technique en plus. Donc, ou alors des personnages qui ont justement beaucoup de détails sur eux, des armures, il y en a partout. Et tout. Oui, parce que le dessin, en tout cas, garde quand même un grain. C'est-à-dire que quand vous dites le côté 3D informatique, ça peut effrayer peut-être des puristes de la BD qui ont envie de trouver des ombres, des subtilités. C'est ce qu'on voulait ne pas faire, donc c'est-à-dire être purement dans l'ordinateur, etc. Personnellement, j'aime pas ça non plus. Donc je voulais absolument qu'on garde une patte et c'est pour ça qu'on imprime la 3D en fait. Voilà. La 3D nous sert à placer les choses, comme les mannequins en bois, tu vois, que tout le monde connaît. On imprime en bleu, on encre par-dessus. C'est ça. Et ça nous permet d'avoir toujours ce petit grain à la mano. Et je pense que les gens sont assez fans de ça, attendent d'une BD quand même le côté un peu mano, artistique. Et j'avais une petite question, puisque il y a un petit peu de nudité, mais alors curieusement assez caché, puisqu'il y a eu un cachage de tétons. Alors est-ce que c'est toi, Dem, qui à un moment, tu vois les dessins Nookie, tu fais « dis donc, espèce de petit... » Je joue très mal, hein, mais je suis au caveau de la République. C'est plutôt oh Dieu, non, fais pas trop de gros seins, vite, mets un petit nu. Ouais, non, c'est très simple. C'est pour des soucis de diffusion. Voilà, tout à fait. Dans un supermarché. Pour justement ratisser un maximum, voire large, et du coup cacher les tétons pour être sûr que dans les grandes surfaces ou ce genre de choses, ou dans toutes les librairies, on peut s'y retrouver. Par exemple, du Manara ou du Crépax ne se trouvera jamais chez Auchan. Ah, c'est vrai. Même des trucs comme ça Non, pas le droit. Oh la Pourtant, vache, il y a d'autres bouquins, il y a des couvertures, par exemple, tu vas acheter du SAS. Oui, c'est vrai. Alors, je vais même aller plus loin. On a le droit de montrer les ch'tis à Bollywood ou je sais pas où. On n'a pas le droit de montrer un tout. Ok. Et je pense qu'il est temps, les amis, de découvrir vos magnifiques créations. Joe, ta création pour notre jury, s'il vous plaît. C'est une bête. C'est une bête. C'est une babette. Carole. Oh, c'est kawaii. Oh, c'est le même que dans mon souvenir. Rurik. Moi, je savais plus, c'est un peu conceptuel. Tu sais quoi, il y a un côté Dali là-dedans. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a toujours des trucs longs dans tes dessins. Ah, ben tu sais très bien qu'il y a plein de tu sais, trucs les longs, dessins, les rêves, l'imagination, on essaie toujours de reproduire des choses qu'on ne voit pas. Oh merde, c'est là que j'ai pas de cheveux. Alors, vous allez devoir du coup élire le dessin le plus joli. Et je suis assez surpris parce que vous savez très bien dessiner, dites donc. On fait ce qu'on peut. C'est super. Je vous laisse lire, allez-y. Voilà, moi sans hésiter, clairement, j'aime beaucoup le dessin phallique. Phallique salé d'ailleurs, c'est mon nom. Ça tombe bien. Voilà. Le dessin choisi. C'est plein de grosses bites, j'aime beaucoup. Ok, alors, je finis ce lancement puisque ça sera donc un lancement en dessin et nous censurons. Quoique non, on va garder la grossièreté de Dem parce que ça se trouve, tes beaux-parents pensent que tu es une fille respectable. Alors qu'en fait, pas du tout. Tout de suite. Donc voilà, là c'est encore du gravat, mais bientôt ça sera le nouveau studio de la Shopping List. Tu vois, il y aura des décors, voilà, de l'éclairage, super bâtiment et tout, ça va être top quoi. Previously on The Walking Dead. Comment ça, Previously on The Walking Dead? C'est toi qui... Oh bon sang. T'as vu ça? L'intégrale des Chemins de Malfosse est publiée chez Glénat, de Bardet et d'Hermot. Alors c'est bien sûr l'œuvre intégrale de la BD historique, ça se passe pendant les guerres de religion, tout le monde se fout sur la gueule, peut-être un peu old school pour les plus jeunes, mais en tout cas, c'est vraiment un pan de la culture BD, quoi. Oh, ils reviennent. Je sais pas si t'as vu, mais regarde là-bas, il y a un bâtiment, on va pouvoir s'y cacher. Et comme ça, on pourra lire aussi, quand on aura 2 secondes, les disques que vous n'écouterez plus jamais chez Hugo de Singe. C'est super, c'est en fait une anthologie des pires pochettes de disques au monde. Alors, big up quand même aux Allemands, ils sont très très forts. Le seul petit regret, c'est qu'il n'y a pas trop d'explications sur qui sont ces gens. Est-ce que les albums et les pochettes de disques, en tout cas qu'on a vu, est-ce que ces disques-là ont cartonné, ça on le sait pas. Je crois qu'ils reviennent. C'est le moment d'y aller. X-Men, la guerre du Messie. Alors, dans le futur, les X-Men, il y a très peu de naissances, il reste plus que Hope. C'est la dernière petite X-Men qui est née. Elle va être prise sous son aile par Cable, qui est le fils de Cyclope. Ils vont aller dans le futur pour la former pour devenir une super X-Men. Il y a plein de rebondissements, mais un peu trop photoshopé pour moi en tout cas. C'est bon, j'ai réussi à leur échapper. J'ai aussi réussi à prendre les larmes de Pancras. Très bon bouquin chez Fleuve Noir, écrit par Maloc. Alors en fait, Maloc, c'est le pseudo de J.D. Bruet-Ferréol. Et en fait, Maloc, c'est Amédée Maloc.
c'est l'inspecteur de police, le personnage qui va enquêter sur une série de meurtres qui est directement liée à une série de crimes qui a eu lieu pendant la peste au Moyen-Âge. Terriblement efficace. Cerveau. Il faut jamais nous laisser tranquille, j'aurais pas le temps de lire ce bouquin de StarCraft 2 récits de guerre. C'est sur le projet Roche Noire, un programme viral et marketing qu'avait fait Blizzard justement pour faire parler de StarCraft 2. Alors dedans, c'est quoi? C'est une compilation de faux emails, de rapports, de documents secrets. C'est plutôt réservé aux fans, je vous l'accorde. Oh non. L'Oracle chez Soleil est une très bonne collection, 5 tomes pour raconter 5 histoires de 5 humains qui vont défier les dieux. Attention, cette BD est à lire impérativement avec un sandwich car la pitié vient en mangeant. C'est bon, on les a eu, on est peinards. En tout cas, voilà pour finir. L'authentique Batmobile de 1966 à 200 000 €. Oh, pouce. Alors fais péter ton pelle. Non, non, me laisse pas, non. Donc pour Dem, c'est Lucky, David F. Voilà, c'est cadeau, c'est cadeau. Vous serez pas repartis les mains vides, hein. Hop, un autre. Non, par contre, regardez la jolie dédicace qu'ils m'ont faite. Oh, c'est joli. Attends, parce que franchement, je trouve que. La belle et la bête. Voilà. Donc voilà, le duo va peut-être devenir un trio à force. Je suis en train de me mettre du feutre partout. Ouais, voilà. Et dédicace que tu as faite au café. Bah oui, de la gare. Ouais. Non, au café Gobelet. On a des tiens, vous l'avez fait au café. Oui, les ombres, c'est au café. Justement, je me demandais où vous aviez chopé la peinture, c'est super. Bon, pendant qu'on discute un peu, j'ai envie de dire café, comptoir et tout. Vous allez donc du coup, je vais vous récapituler les chroniques de nos charmants compagnons. Ah, oui. Joe nous a parlé de Rome, Carole de Crimi Mamie et Rurik de l'Enfer des Zombies. C'est dire comme la diversité de cette émission. Mamie, ça fait un peu d'ortigranie. Tu dis ça parce que t'aimes pas mes chroniques de toute façon. Allez, mouillez-vous, dites-nous tout, lancez-vous. Qui vous a convaincu? Moi, je mouille beaucoup pour Crimi. Et tu vois, quand elle mouille, j'ai envie de parler de bite. Ah ouais, c'est l'orgie, ça se passe. Je ne pourrai jamais rebondir là-dessus. Non, bah écoute, il faut remettre un peu de virilité après ça. Moi, je pense Rome. Tu vois, les hommes en jupe, le vieux, les orgies, tout ça. Allez, on est déjà un peu long, donc je vous demande pas votre avis. Vous aviez qu'à être ça poli. tombe bien, j'ai détesté tout le monde. Voilà, comme ça. Non, en tout cas, je suis ravi, c'est que j'ai rencontré en fait le pendant féminin de Rurik. Je ne savais pas que ça existait. Je suis ravi, je pensais pas qu'il y avait des vannes de Rurik et qu'il y avait des cheveux. Non, par contre, le rouge à lèvres, je sais que j'ai plusieurs photos de toi. Voilà. En tout cas, un grand merci d'être venu. Passez-moi la bande dessinée, les amis. La Belle et la Bête, c'est aux éditions Bambou. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation. Je sais que vous avez pas mal de projets qui sont signés, des projets aussi personnels. Vous avez surfé sur l'actualité 2014, 2015, 2016, 2017. Les amis, chez vous, n'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission en télé sur YouTube, sur notre channel YouTube Plus ou Moins Geek TV. Je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas, avant de se quitter, sous les applaudissements, s'il vous plaît.